Djidji Ayokwe. Ton nom a su traverser les temps et les époques pour t'ériger dans la conscience d'un peuple que la rage et la haine n'ont pu décimer. Plus de 100 ans et pourtant, tu es toujours si là dans la clameur de l'inoubli. Et ce jour, nous embouchons nos rires attachés à la certitude de lendemain qui chante. C'est le présent qui s'ancre ainsi au futur pour tisser l'éternité entre aujourd'hui et demain. Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Vous écoutez les programmes d'Ifriqiya FM, l'édition Trésor d'Afrique de ce dimanche fait un retour sur une actualité culturelle majeure du continent africain. La restitution du tambour parlant Djidji Ayokwe en Côte d'Ivoire après plus d'un siècle d'exil. Il était exposé en France au musée du Quai Branly. Fabriqué en bois d'Iroko, le tambour Djidji Ayokwe occupe une place centrale dans la culture ébriée. Les ébriers ont joué un rôle clé dans la création d'Abidjan. Ils bénéficient de prérogatives politiques au sein de l'organisation de la capitale ivoirienne. Utilisé comme tambour parleur ou tambour parlant, il servait à transmettre des messages entre les villages, alerter en cas de danger, mobiliser les populations ou annoncer des cérémonies. Saisi par les autorités coloniales en 1916, il avait été transféré en France en 1929 et exposé successivement au musée du Trocadéro puis au musée du Quai Branly. Le tambour Djidji Ayokwe est le premier objet d'une liste de 148 œuvres dont la Côte d'Ivoire demande la restitution à plusieurs pays. Face à ces demandes croissantes, le Sénat français a adopté une loi cadre destinée à faciliter la restitution d'objets issus de la période coloniale conservés dans les collections publiques françaises. Le texte, examiné par l'Assemblée nationale, a été adopté à l'unanimité. Enfin, la loi de restitution française a été votée. Avant 2026, année qui concrétise la restitution du patrimoine spolié durant la colonisation, les Ivoiriens désespéraient, ils n'y croyaient presque plus. Intervention de Jérémy Sagou-Alimane, 82 ans, ancien président de l'association des étudiants Tchaman et le représentant de la chefferie Adami à Abidjan. Ce tambour a été façonné dans un rondin de bois appelé Ayokwe. Ça a posé des problèmes quand le tambour a été retiré. Mais aussi la frustration, le fait que le tambour a été retiré purement et simplement sans autre forme de procès. C'est un tambour dont les parents, avec l'amertume, n'en parlaient presque plus. Parce qu'ils savent que le fait que c'est à Paris, ça ne reviendra plus. Effectivement, ils ne l'ont plus vu jusqu'à tous sont sous terre en ce moment. C'est lui qui annonçait toutes les nouvelles. Et tout de suite, les villages environnants savaient ce qu'il y avait à faire à Agamé. Voilà. Je me demande même si ce n'est pas ça qui a provoqué même la séparation de chaque village de rester dans son intimité.
Donc à Djamé, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qu'il y avait, bon, on ne pouvait plus rassembler les gens. En Afrique, la cérémonie de désacralisation est un rituel coutumier ou religieux destiné à retirer le caractère sacré d'un objet, d'un lieu ou d'une personne afin de le rendre profane ou inoffensif. Ce type de rituel joue un rôle central dans le transfert, la réparation ou le retour du patrimoine culturel sur ses lieux d'origine. Plusieurs contextes et manifestations illustrent cette pratique sur le continent. Lors de la restitution d'objets sacrés tels que le tambour Djidji Ayokwe ou les trônes royaux, les communautés d'origine exigent souvent des rites de désacralisation. Cela permet aux dignitaires et aux experts de manipuler, réparer, restaurer ou exposer l'objet dans un musée sans craindre la colère des ancêtres ou des esprits. Des prières sont prononcées pour désacraliser ou resacraliser quelquefois l'artefact sacré afin de rétablir la paix spirituelle. Guy Diagoua, porte-parole des chefs Bidjan, le docteur Sylvie Mamel-Kassi, experte en développement culturel et directrice générale de la culture au ministère à Abidjan, Stéphanie El-Harbi, chargée de la restitution au musée Quai Branly, et Maurice Aponama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Écoutons leurs propos quelques mois avant le retour du tambour à son pays natal. Nos parents nous en parlaient. Ils nous expliquaient que c'est grâce à ce tambour qu'ils avaient eu la domination sur toutes les tribus voisines. Et grâce à ce tambour, ils ont pu garder leurs terres et toutes les forêts qui sont dans la région d'Abidjan. C'est grâce à ce tambour-là que le roi Ashanti Osei Tutu gagnait les guerres. C'est un objet qui a été arraché aux autochtones du village d'Adjamé en 1916 qui refusaient de prendre part aux travaux de traçage de la route qui allait d'Abidjan à Aboboté. Et donc, chaque fois que le colon venait, il ne trouvait personne pour prendre part à ces travaux-là. Après renseignement pris, il s'est rendu compte que le tambour donnait l'information de la position du colon. Après moult affrontements, le tambour a été l'objet de capitulation à Tchan. Et le tambour donc qui a été arraché en 1916 ne va pas être transféré directement en France, mais va aller dans les jardins du gouverneur Marc Simon et ça va rester jusqu'en 1930 où ça va rejoindre la collection du musée de Trocadéro. Le tambour a subi plusieurs infestations, notamment par les termites, sur sa base et sur la partie au niveau du léopard qui va nécessiter une consolidation à cœur par injection de résine de manière à ce qu'il puisse voyager, ce qui est rendu nécessaire aussi par son poids important, il pèse 430 kg. Nous sommes heureux aujourd'hui que ce bien que nous avons traité à travers les documents, on peut dire à travers la fiction, soit aujourd'hui une réalité. Il est là en raison de la qualité de la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous espérons que toutes les procédures seront faites pour que ce monument retrouve la terre de ses ancêtres, puisque le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple bidjan, le peuple akan l'attend et le retour de ce bien va consolider la cohésion. La cérémonie de désacralisation a vu se déplacer des sages de chefferie de Côte d'Ivoire. Lise Metz, conseillère au musée du Quai Branly, et Nathalie Richard, responsable conservatrice restauratrice, reviennent sur la nature du Djidji Ayokwe. Ce tambour est un tambour de guerre. C'est un objet très important dans la société bidjan de Côte d'Ivoire. Il servait à communiquer de village en village et le son de ce tambour à fente, qui est taillé dans un tronc d'arbre, permettait de communiquer via le langage tambouriné à plus de 20 km, 30 km de distance. Et il est devenu le symbole de la résistance anticoloniale,
puisqu'il permettait de communiquer entre villages et de se cacher au moment des travaux forcés pour les constructions des routes pendant la colonisation. L'idée, en fait, c'est de consolider le tambour. Il y a des fragilités structurales liées aux infestations d'insectes xylophages qui ont creusé des galeries. Donc l'idée, c'est de consolider le bois de manière à ce qu'il retrouve une certaine densité, une certaine cohérence et une solidité qui va permettre de le manipuler. Les autorités ivoiriennes se réjouissent d'accueillir à Abidjan le Djidji Ayokwe. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, résume le processus de cet accord. Le Djidji Ayokwe a été confisqué en 1916, donc 110 ans après. Il va revenir sur ses terres. Donc bien sûr, nous sommes très émus. Nous sommes aussi très fiers que nous ayons pu aboutir grâce à une relation exceptionnelle. En effet, le processus était long, il était chargé, mais bien sûr, il fallait aussi passer par plusieurs étapes, dans l'étape parlementaire. Et à ce propos, je tiens à remercier vraiment tous les parlementaires qui ont compris l'intérêt que le Djidji Ayokwe revienne en Côte d'Ivoire et particulièrement le président de la commission du Sénat qui, lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, a constaté qu'il était temps maintenant que le tambour parleur puisse revenir sur ses terres. Alors le retour, cette restitution s'est fait aussi de manière assez singulière, à l'image des valeurs de la Côte d'Ivoire, des valeurs autour du dialogue, du respect mutuel, de la compréhension. Et cette restitution s'est faite avec beaucoup d'écoute et en impliquant dès le départ d'ailleurs la communauté Hatchan auquel il a été confisqué. Et la communauté Hatchan est intervenue à chacune des étapes. La première étape, ça a été bien sûr des échanges avec les conservateurs du musée du Quai Branly parce que malheureusement le tambour était très abîmé. Il a fallu le restaurer et il a fallu aussi le restaurer tout en respectant le symbole de ce tambour. Et ce dialogue a permis d'abord, dans un premier temps, que pour la première fois, la communauté Hatchan vienne au musée du Quai Branly et puisse le voir. Ça a été un grand moment d'émotion. Puisse aussi invoquer nos ancêtres afin que les conservateurs puissent le restaurer. Les chefs Hatchan, des représentants des chefs Hatchan, procédaient à la dernière bénédiction afin que le tambour puisse voyager et revenir en Côte d'Ivoire. C'est quand même un tambour qui pèse 430 kilos. La caisse elle-même pèse 1 tonne 200, qui puisse être accueilli, stocké avant de rejoindre le lieu où il est attendu, c'est le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Ça marque surtout une nouvelle approche, un dialogue, une volonté aussi de reconstruire après un événement aussi douloureux, parce qu'il est douloureux et les communautés Hatchan, parfois même désespérées de le voir venir. Il faut savoir que le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà fait cette demande au président de Gaulle, sans suite. Le président Bédié avait aussi entamé cette démarche. Alors, le sujet de la restitution, bien sûr, est au cœur de cette démarche. Et en Côte d'Ivoire, nous avons déjà identifié 149 pièces. Ces pièces ne sont pas toutes au musée du Quai Branly. Il doit y en avoir une trentaine au musée du Quai Branly. Elles sont dans tous les musées. Et nous allons, et vous le savez, le Parlement est en train de travailler sur une loi cadre qui permettra d'accélérer
le processus de restitution parce que jusqu'à présent, chaque objet pour lequel la loi cadre permettra de faire des demandes respectant un certain nombre de conditions, il faudra bien sûr démontrer que les biens ont été confisqués dans les conditions que l'on sait. Donc oui, c'est un nouveau processus, mais au-delà de la restitution, je pense que on est aussi dans une approche aussi du regard de notre société, du regard des jeunes. Et aujourd'hui, et dans notre approche, dans l'approche qui a été celle de la Côte d'Ivoire, il s'est agi aussi d'impliquer toute la société civile. Certes, le tambour appartient à la communauté Atchan, mais il s'agit surtout de repenser, de mettre le sujet sur notre mémoire, sur notre identité et d'interroger aussi les jeunes. Cette restitution a fait l'objet aussi d'une approche et d'échanges entre le musée des civilisations et un financement obtenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a permis non seulement de transformer le musée des civilisations qui recevra le DJ Ayokwe, mais qui a permis aussi un échange et de la formation de nos conservateurs. Aujourd'hui, grâce à cet apport, le musée des civilisations a un laboratoire numérique qui permet de numériser en 3D, en 4D, les collections du musée des civilisations. Et puis, bien sûr, il y a une appropriation. Beaucoup de jeunes sont intervenus dans la transformation du musée. Ayokwe signifie panthère lion. C'est un tambour de plus de 3 mètres de long, pesant plus de 430 kg. Avant d'être confisqué par l'administration coloniale en 1916, il servait à communiquer. Ses vibrations puissantes permettaient d'envoyer des messages codés entre les villages et d'annoncer des cérémonies, de mobiliser ou de résister. Il servait aussi à rassembler les populations, organiser la résistance face au travail forcé et prévenir des dangers. Voici son histoire. Les Français tentent plusieurs expéditions en pays ébrié, mais presque toujours, ils trouvent des populations bidjans, déjà sur le pied de guerre et manifestement informées. Malheureusement, l'administrateur eut vent de la place centrale occupée par le tambour nommé Didi Ayokwe dans la résistance des Tchamans. C'est alors que les Français, sous les ordres de Marc Simon, firent de la capture de ce tambour qu'ils considèrent comme maudit une mission prioritaire. Les Ébriers d'Adjamé défendirent le tambour avec vaillance, mais appuyés par des renforts, les Français parvinrent à enlever le Didi Ayokwe. C'est ça alors la résistance des Ébriers, puis la soumission progressive de ces populations à l'ordre colonial et au régime du travail forcé. Le Didi Ayokwe est un mastodonte, un énorme tambour de guerre mesurant environ 3,30 m de long et pesant presque une demi-tonne. Il serait l'œuvre d'un sculpteur d'origine ébrié, nommé Biagni, qui en 2 ans l'aurait reproduit d'après un modèle existant à Deruimou, en pays à Djoukrou. Le Didi est un tambour à fente. À travers cette fente, le sculpteur vide le tronc de l'arbre à l'aide d'un ciseau. L'une des parois de la fente est plus fine que l'autre, de telle sorte que lorsqu'on les frappe, une résonance se crée alors qui reproduit les sons d'un tambour mâle pour le son grave et d'un tambour femelle pour le son aigu. Le Didi Ayokwe est peint de 3 couleurs à base de pigments naturels rouge, noir et blanc. L'observateur peut y distinguer des sculptures de trophées de guerre, c'est-à-dire 2 rangées de 3 têtes coupées, à côté desquelles sont rangées des sculptures de mâchoires humaines. On y distingue également des figures géométriques, carrés, losanges et rectangles. La présence d'un léopard s'élançant sur ce qui s'apparente à un lézard n'aura pas échappé à l'observateur. Le Didi Ayokwe aurait été conçu dans de l'iroko, de son nom scientifique Chlorophyra excelsa, qui est un arbre réputé pour sa résistance au temps et aux intempéries. Dans les années 1910, l'iroko est l'un des bois les plus exportés de la Côte d'Ivoire. Son fût cylindrique, droit et élancé, peut atteindre 30 mètres sous branche. C'est à Aban, plus précisément dans le bois sacré de Gbanta, que
que débuta la cérémonie de baptême du Didi Ayokwe. Elle prit fin sous l'apatème qui devait l'abriter au niveau de l'actuel temple protestant Ebenezer. Les tambours parleurs, un système de télécommunication avant le téléphone. Le langage tambouriné, c'est tout simplement l'imitation et l'expression exacte de la voix et même de la langue humaine au moyen d'un instrument. Les langues africaines sont en majorité tonales et imagées. C'est précisément ce mode que reproduit le tambour parleur. Ces sons, quand on leur ajoute un contexte, un rythme dans une séquence de percussions, se répercutent à travers de très grandes distances et sont déchiffrés par des initiés. Kassabia, kassa. Kassabia, kassa. Toute parole est parole. Le tambour à tongs blanc peut être entendu entre 30 et 40 km, installé sur une hauteur et en direction du vent. Il suffisait d'installer des relais distants l'un de l'autre de 5 à 7 km. Chez les ébriers, il y avait un tambour qui pouvait se faire entendre d'Abidjan à Bingerville. C'était un tambour à lèvres et non à membrane. Nos anciens connaissaient déjà la télécommunication. Ils étaient instruits. Par temps calme, le message du tambour émis depuis Adjamé était perceptible à Moussou, soit à plus de 30 km de là. La portée du son dépend de divers facteurs, notamment le volume de l'instrument, les conditions atmosphériques et topographiques, la force avec laquelle l'instrument est frappé. Les anciens étaient conscients que l'eau est un excellent conducteur acoustique. Aussi plaçaient-ils souvent l'instrument sur la rive pour utiliser la rivière comme porteur de son. De façon générale, le tam-tam parleur est destiné à relayer par son rythme et son intonation un message de village en village à la manière des signaux de fumée chez certains peuples indiens d'Amérique. C'est un canal de diffusion d'informations, guerre et victoire, deuil, funérailles ou d'informations diverses. C'est également un lanceur d'alerte. Les tam-tam parleurs sont avant tout des outils de communication. Ce sont des tambours aux sonorités expressives que seuls les initiés peuvent décoder. Leur sortie annonce l'imminence d'un événement d'envergure. Durant la guerre,
ils informaient les villages de l'arrivée imminente de l'ennemi. Durant la traite négrière, ils pouvaient servir à prévenir de l'arrivée des chasseurs d'esclaves, à la recherche d'hommes, de femmes et d'enfants à kidnapper. Pendant la colonisation, ils avertissaient les villages environnants des menaces de rafles d'hommes valides par les troupes coloniales en vue du travail forcé. Ils sont enfin l'objet d'un culte par le tambourinaire qui doit nourrir le tam-tam en y versant régulièrement sur le tronc du sang, de l'alcool, entre autres. Le tambourinaire en général est nommé à vie. Chez les Hébriers, il s'appelle l'Ayokwe Ante. Officiellement, 2 versions s'opposent au sujet de l'acheminement de ce tambour depuis les terres Hébriers jusqu'au musée du Quai Branly à Paris. Mais en réalité, il existe une 3e version. La première version est issue de la tradition orale des Hébriers. Selon eux, tout débuta en 1916 quand Max Simon, alors administrateur des colonies, reçut l'ordre du gouvernement général de pacifier le pays hébrier. En effet, les Hébriers avaient défié à plusieurs reprises l'autorité française. Les Français tentent plusieurs expéditions en pays hébrier, mais presque toujours, ils trouvent des populations bidjans, déjà sur le pied de guerre et manifestement informées. Malheureusement, l'administrateur eut vent de la place centrale occupée par le tambour nommé Djidji Ayokwe dans la résistance des Tchamans. C'est alors que les Français, sous les ordres de Max Simon, firent de la capture de ce tambour qu'ils considèrent comme maudit une mission prioritaire. Les Hébriers d'Adjamé défendirent le tambour avec vaillance, mais appuyés par des renforts, les Français parvinrent à enlever le Djidji Ayokwe. C'est ça alors la résistance des Hébriers, puis la soumission progressive de ces populations à l'ordre colonial et au régime du travail forcé. La 2e version est recueillie par le chercheur Labouré. Elle évoque qu'en 1916, Marc Simon, commandant de secte de la Basse-Côte d'Ivoire, confisqua le Djidji Ayokwe. Il voulut ainsi forcer les Hébriers à exécuter les travaux dans le cadre de la construction de la route entre Abidjan et Aboboté. Le tambour fut exposé plus tard à Bingerville, qui était alors chef-lieu de la colonie, et ce jusqu'en 1929. C'est alors que l'écrivain Paul Morand signala la présence de ce tambour au docteur Rivet. Ce dernier eut l'autorisation du gouverneur Lapalus de l'acheminer en France, où il atterrit au musée d'ethnographie le 1er mars 1930. En 1958, le musée de l'homme mandata un ethnologue avec des photos du Djidji Ayokwe pour enquêter sur l'origine et les fonctions du tam-tam parleur. Cet ethnologue faillit être lynché par la population d'Abidjan-Adjamé quand il présenta à la notabilité les photos de cet instrument. En effet, le souvenir douloureux et les plaies laissées par la capture de ces tambours sacrés se réveillèrent. Les personnes âgées, hommes comme femmes, qui furent contemporains du pillage de ces tambours, symbole de leur indépendance perdue, poussèrent des cris de guerre. Les plus jeunes voulurent se procurer une photocopie de ce tambour qu'ils avaient ouï dire. Le tableau était ironique, à l'image d'un cambrioleur qui revient sur les lieux du crime, demander à un propriétaire le mode de fonctionnement d'un équipement qui lui a subtilisé. À la seule différence que l'ethnologue qui avait été dépêché par la France était lui de nationalité ivoirienne. C'était un certain Niango Rambois. N'eût été le député Coutouin, la Côte d'Ivoire aurait perdu l'un de ses plus grands scientifiques. Sur ces entrefaites, les Hébriers demandèrent à Houphouët de peser auprès de Charles de Gaulle pour le retour du tam-tam, fût-ce au musée d'Abidjan. Ils proposèrent même d'offrir à Paris une copie fidèle de cet instrument sacré en échange de l'original, sans gain de cause. La 3e version, c'est celle de Max Simon, qui évoque en 1965 dans son ouvrage intitulé Souvenirs de Brousse: j'obtiens même des chefs hébriers un cadeau inespéré. C'est le tam-tam de guerre, gros tronc d'arbre creusé, orné de sculptures dont la résonance est surmontée par une peau tendue sur une couronne de crânes humains, ceux d'ennemis tués à la guerre. C'est aujourd'hui l'un des plus rares documents du musée de l'homme à Paris. Pour Max Simon, le Djidji Ayokwe serait donc un cadeau des Hébriers à l'endroit de celui-là même qui envisageait les faire plier au régime du travail forcé. Cadeau. Si nous sommes fondés à en douter, la seule certitude dans les propos de Max Simon est que le tambour fut déplacé d'Abidjan à Paris. En France, c'est d'abord le musée ethnographique du Trocadéro qui l'accueillit. Ce musée devint plus tard musée de l'homme en 1937. Le Djidji Ayokwe y reçut la cote d'identification numéro 30-5-1 avec l'intitulé don du gouvernement de la Côte d'Ivoire en 1930. En octobre 2021, à l'occasion du sommet Afrique-France, le président français s'est engagé à restituer ce tambour réclamé par les Hébriers depuis des années, mais aussi par le gouvernement ivoirien depuis la fin 2018. Le Djidji Ayokwe serait le premier des 148 objets pillés dont le retour est demandé par la Côte d'Ivoire. Ce tam-tam va rappeler notre histoire et revaloriser le peuple hébrier, dont les traces sont en train de disparaître avec l'urbanisation sauvage de l'agglomération d'Abidjan, abritant plus de 5 millions d'habitants. Le Djidji Ayokwe est rapatrié en Côte d'Ivoire, après un siècle d'absence.
Un spectacle a été livré en l'honneur du tambour parleur, tambour parlant. Il raconte le mythe fondateur du peuple Bidjan gravé sur le Djidji Ayokwe. Le spectacle a été créé par le collectif Ivoire Black History Mons et des élèves de l'INSAC, l'école d'art abidjanaise. La jeunesse ivoirienne s'investit pleinement dans l'acte de réappropriation du patrimoine. Ça m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie comme en communion avec ce tambour qui revient aujourd'hui en Afrique et je suis très honorée et très fière de pouvoir assister à ce type de spectacle. Je pense plus aux communautés qui ont un lien direct avec ce tambour, qui puissent avoir aussi réparation, forcément l'exposition et tout, mais il doit revenir aux communautés. On a eu la colonisation qui nous a coupés avec notre patrimoine culturel et aujourd'hui il y a des choses à faire, il y a des efforts à faire. Et ce qu'on entend par ce spectacle, c'est de dire en fait que les jeunes, on est acteurs de la restitution. Ce n'est pas juste une question d'État, ce n'est pas juste une question de chercheurs. Les énergies de la Côte d'Ivoire se conjuguent autour du Djidji Ayokwe. Poésie, spectacles, performances sont organisés. Il était une fois. Il semble que c'est ainsi que commencent toutes les histoires. Soufflé plus d'un siècle. Un nouveau vent d'espoir a été insufflé. Dans le désir de réparer les liens cousus entre deux continents et redéfinir les bases d'un partenariat donnant-donnant. Et l'annonce de ton retour. Au carrefour d'un discours, comme une délivrance, prononcée par le premier magistrat de France, une ordonnance, un geste, un secours, non pas pour penser le passé, mais repenser le futur. Notre futur. Notre futur. Djidji Ayokwe. Ton nom a su traverser les temps et les époques pour t'ériger dans la conscience d'un peuple que la rage et la haine n'ont pu décimer. Plus de 100 ans et pourtant, tu es toujours si là dans la clameur de l'inoubli. Et ce jour, nous embouchons nos rires attachés à la certitude de lendemain qui chante. C'est le présent qui s'ancre ainsi au futur pour tisser l'éternité entre aujourd'hui et demain. Nous te compterons chez les générations à venir et nous creusons tes exploits dans le dos de nos chants. Ces chants claironnés, longtemps troués par le fracas de ton silence. Djidji, nous allons réapprendre à te chérir. Voici venu le moment, il est en grand temps. Kabato, rentre. Rentre chez toi. Rentre retrouver ton âme. Retrouver ton peuple. Kabato, rentre. Rentre chez toi. Djidji Ayokwe. L'Afrique et le tambour. Les tambours parlants occupent une place importante sur le continent africain. C'est le moyen de communication traditionnel le plus utile pour la diffusion de l'information dans la société africaine. Pour de nombreux Africains, le tambour parlant reste un vecteur de résilience et de connexion. Dans les communautés des jeunes Ivoiriens et aussi de la diaspora, il relie les générations portant les rythmes des ancêtres vers de nouveaux horizons. C'est M. Nangui Victor Pacom, porte-parole de la catégorie blessé Agban. Aujourd'hui, c'est la prise des tam-tam. Il faut savoir d'ores et déjà que chez les Tchaman,
voilà, les ébriers sont appelés les Kaman. Il y a une génération qu'on appelle Blessoué. Et cette génération est composée de 4 catégories, à savoir Blessoué et Djéhou, qui sont les ténors, Blessoué et Dogba, voilà, qui suivent, et Blessoué Agban, Blessoué Soukou. Aujourd'hui, c'est la catégorie Blessoué Agban qui est mise en avant parce que nous allons procéder à la prise des tam-tams qui va marquer le début, voilà, de notre entrée dans le village. Et nous sommes actuellement au bord de la lagune ébriée, notre lagune de Blocos, dit Anonkwate. Nous allons emprunter le bateau pour aller chercher nos tam-tams. Et avant de prendre le tam-tam, il est très important que nos doyens qui nous accompagnent nous offrent une prière qui va nous guider, qui va nous protéger, qui va nous permettre d'aller et revenir sans problème. Voilà, parce qu'il y a plusieurs éléments qui font partie de la prise des tam-tams. Et les doyens sont là. On va procéder d'abord à une prière. Quand ils vont finir de prier pour nous, nous allons monter dans le bateau et avec les chants traditionnels, nous allons poursuivre jusqu'à arriver à un Mputo. Nous allons dans un autre village qui n'est pas dans la même affiliation que nous qui sommes ici. Ici, nous sommes les Nonkois. Et dans le village où nous allons, ce sont les Kouenins. Et il faut savoir que la manière de faire une fête de génération chez les Kouenins et chez les Nonkois, c'est différent. Mais c'est là-bas que se passe la fabrication des tam-tams. Nous allons comme ça chercher nos tam-tams qui ont été confectionnés depuis quelques temps. Il faut savoir que le caïman vit dans l'eau. Et nous, notre inspiration vient de l'eau. Raison pour laquelle nous sommes les Blessoué Gban. Les Agban, ils sont familiers au caïman. Donc il est très important de mettre tous ces trucs-là sur le visage pour donner un peu de la valeur à ce que nous faisons. L'ébrier, c'est quelqu'un d'assez chaud. Voilà, nous sommes présentement à un Mputo et ici, ce sont les Kouenins. Ils ont un autre style de tradition. Et lorsque nous sommes arrivés, il a fallu avoir un échange de nouvelles, mais de manière traditionnelle. Nous leur avons fait savoir ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui dans leur village, bien vrai qu'ils soient déjà avertis, mais il est important qu'on dise ce pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Le fait que nous sommes déplacés de notre village qui est Blocos pour arriver à un Mputo, ils nous dictent eux leurs lois. Nous sommes obligés d'accepter. Nous sommes à la phase de la prise des tam-tams et il y a la catégorie Blessoué Gban d'un Mputo, voilà, qui va nous remettre nos tam-tams. Donc ils vont présenter d'abord nos tam-tams qu'ils ont conçus. Les porte-paroles vont échanger les nouvelles, comme quoi la présentation des tam-tams et la prise des tam-tams. À propos de la photo de l'enfant blanc allongé sur le tambour Djidji Ayokwe, le porte-parole Nanangwedan Hanuman Louis-Jacques, notable de l'Okodjro, protocole des chefs Bidjan, se prononce au musée du Quai Branly au nom de la communauté Bidjan. On ne peut pas avoir de manifestation devant une copie. La manifestation, c'est devant l'original. Et juste un symbole pour la polémique des colons. Les colons avant, ils avaient un jardin, ils avaient des paysagistes, ils avaient un beau jardin. Et la photo comprend où il y a le petit colon qui est sur le Djidji Ayokwe. Mais quand vous prenez ça en forme réduite, c'est-à-dire le petit de 8 ans, 10 ans, il a pratiquement la forme du Djidji Ayokwe. Vous voyez ses cuisses. La queue du Djidji Ayokwe a été cassée, brisée. Il y a une histoire communautaire qu'on n'a pas envie de parler de ça ici. Mais cette queue qui a été brisée au sanctuaire du Djidji Ayokwe à Djamé a subi une déportation à Benjerville. Donc le tambour original a quitté son sanctuaire à Djamé pour aller à Benjerville.
c'est que cette photo qu'on présente avec le petit colon à Benjerville n'est pas notre tambour. Tout simplement parce que si le tambour était dans son sanctuaire, il ne pouvait pas se permettre de monter là-dessus. Parce que le sang a coulé sur ce tambour. Donc je pense qu'il faut faire taire cette polémique. Il faudrait qu'on ait un minimum de respect. Aujourd'hui, le retour de ce tambour a été l'affaire au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Et M. Bébé Mondé est le premier magistrat de la communauté Tchama. Et nous avons notre maman et notre sœur, Françoise Roumac, ministre de la Culture, et de Bidjan, et d'Adjamé Village. Donc, toute cette synergie, tous ces efforts que les gens ont faits autour du Didier Ayokwe et qu'on vient de minimiser, mais nous n'allons pas rentrer dans la polémique. Je voudrais vous rassurer. Nous avons des parents qui étaient déjà étudiants ici en France, depuis 1972, qui ont authentifié ce Didier Ayokwe. Donc je voudrais qu'on puisse taire cette polémique et célébrer le retour de ce tam-tam que les gens ont entendu. Moi j'étais tout petit comme un bout de chou. Il y avait un meuble où il y avait la réplique de Didier Ayokwe là-dessus. Personne ne pouvait toucher. J'ai 65 ans aujourd'hui. Vous imaginez. Et lorsque nous étions en visioconférence avec Madame la ministre et le directeur du musée Quebrani, il y a une séquence où, dès qu'ils ont présenté le Didier Ayokwe, nous étions tous tristes. On avait des larmes aux yeux. Et dans la salle, après, on a remarqué que tous les enseignants-chercheurs, ces éminents enseignants-chercheurs qui étaient à la même table que nous regardaient. On a marqué un silence. Je vais m'arrêter là. L'émotion atteint son paroxysme. Nous sommes fiers. Le Djidji Ayokwe est l'un des nombreux types de tambours parlants, souvent appelés atong blanc, utilisés à travers différentes ethnies en Côte d'Ivoire. Chaque langue a ses propres codes musicaux et les messages tambourinés nécessitent des initiés pour y être interprétés. Un retour chargé d'émotions. Le tambour parlant Djidji Ayokwe, pièce majeure du patrimoine de l'ethnie ébrié, est arrivé vendredi 13 mars 2026 à Abidjan, où il a été accueilli par des chants, des tam-tams et des membres de la communauté. L'objet sacré, long de plus de 3 mètres et pesant environ 430 kilos, a voyagé dans une grande caisse en bois à bord d'un avion spécialement affrété. La ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Rimarque, a salué un jour historique et un moment de justice et de mémoire. En bois d'Iroko, le tambour n'a pas été sorti de son immense caisse. Celle-ci a été déposée devant le parvis du pavillon présidentiel de l'aéroport, sous les cris tam-tam et chants de la communauté ébriée. Déclaration du docteur Sylvie Mamel-Cassi, experte en développement culturel, enseignante, chercheure en culture et développement et directrice générale au ministère de la Culture. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a voulu que cette première étape de présentation au public soit sobre, mais nous avons eu quand même toute la chefferie représentante de tous les 63 villages qui étaient là. Donc il y a eu une bonne représentativité au niveau de la communauté. Et puis, il y a aussi les représentants du gouvernement, il y avait aussi les ambassadeurs, il y avait aussi les directeurs généraux du ministère de la Culture, certaines entreprises aussi qui étaient là. Oh, cette restitution représente beaucoup d'un point de vue symbolique parce que c'est un moment historique. L'objet arrive après 110 ans. Dans l'attente générale, il y avait aussi les premiers, les pionniers, ceux qui étaient les premiers témoins de cette situation de déplacement qui ne sont plus là, mais qui ont transmis cette attente-là à ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc, vous comprenez que ce jour est vraiment un jour historique, un jour mémorable. Et c'est vraiment quelque chose qui va rester vraiment gravé dans les consciences, dans les mémoires. Nous avons identifié 148 objets que le gouvernement a portés à l'attention de tous dans un communiqué gouvernemental. Par la suite, en mars 2019, nous avons été envoyés au musée du Quai Branly pour voir la conformité de cette liste-là. Donc nous sommes allés rencontrer, à l'époque c'était M. Yves Le Fur et M. Stéphane Martin qui étaient là. Stéphane Martin était le président. Et donc nous sommes revenus avec cette certitude qu'effectivement nous avons des objets de la Côte d'Ivoire qui sont dans le musée français. Et donc le ministre a signifié clairement le choix
de la Côte d'Ivoire à l'ambassadeur qui a transmis donc à la France. C'est comme ça que l'objet a été choisi, le Djidji Ayokoin. Donc en 2019, il y a eu la demande officielle qui a été envoyée et nous avons reçu l'avis favorable en 2021. On a consolidé la base de cet objet qui était gardé dans les jardins du gouverneur pendant plus de 14 ans en tout cas. Et c'est en 1930 que l'objet va entrer dans les collections françaises au musée du Trocadéro. Pendant tout ce temps où l'objet était dans le jardin du gouverneur, il était livré et exposé aux intempéries. Donc si bien qu'en 2023, quand Madame la ministre Remarque est arrivée, on a senti la nécessité vraiment de voir dans quelle mesure l'objet peut venir en Côte d'Ivoire. Donc les restaurateurs du musée du Quai Branly, à travers une réunion en ligne, nous ont parlé un peu de la fragilité de cette pièce qui était assez vraiment vermoulue dans sa base, avec des galeries à l'intérieur du bois, parce que quand même un bois qui a été réalisé au début du XXe siècle, sinon vers la fin du XIXe siècle, ça ne pouvait pas se garder, c'était resté pendant toutes ces années à l'air libre. Donc c'est à l'issue de cela qu'il y a eu donc la rencontre bipartite et donc la Côte d'Ivoire à travers la communauté Achan a décidé donc de demander aux restaurateurs du musée du Quai Branly ce qu'ils devraient faire par rapport à la restauration. On ne devrait pas toucher aux pigments qui donnait aussi toute sa puissance à l'objet, mais par contre au niveau de la fragilité constatée sur la partie basse, il fallait donc renforcer, consolider cela pour que cela puisse supporter les chocs du transport. C'est ce qui a été fait. La place dédiée, c'est le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, qui est le premier musée national du pays, où toujours continuer à assurer ce rôle social de l'objet quand il était dans sa communauté. Donc le lieu par excellence où tout le monde viendra pour découvrir cet objet, c'est bien le musée. Et nous avons préparé vraiment la place qui va accueillir cet objet. C'est une place centrale. Nous avons tenu compte de pas mal de paramètres. Il y a vraiment la dimension scénographique. Donc on a essayé de préparer cet objet pour que cet objet puisse remplir les conditions, sinon être aux normes au niveau de la conservation, au niveau de la durabilité, au niveau aussi de l'animation. Donc nous avons préparé un endroit spécial et vous allez voir que cet objet, même s'il est monumental, la place qu'on a préparée pour cet objet va accueillir facilement, aisément, cet objet dans sa présentation physique. C'était Trésor d'Afrique, l'histoire d'une restitution. Bienvenue au tambour parlant Djidji Ayokoin en Côte d'Ivoire, en Afrique. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine à la découverte de nouveaux trésors d'Afrique. Ifriqiya FM, la voix africaine.